Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Vincent De Wolf, qui est chef de groupe MR au Parlement bruxellois et aussi bourgmestre d'Etterbeek. Etterbeek, où il y a eu une nouvelle alerte à la bombe aujourd'hui, même procédé qu'hier? Non, donc hier c'était un peu particulier puisque une personne avait déposé une valise en disant « enfouillez-vous, ça va exploser », ce qui avait généré une panique évidemment. Aujourd'hui, un peu plus classique, une valise déposée à l'entrée d'une église orientale, rue de l'Orient. Évidemment, même dispositif malheureusement, ça veut dire appeler le déminage, évacuer 120 personnes, créer un centre d'hébergement. Donc ce ne serait pas lié, les deux alertes ne seraient pas liées. On n'a pas d'indication, mais en tout cas on est fort fâchés par rapport à ça. La commune va agir? La commune essaye de retrouver, on va voir des images caméra éventuelles, on a auditionné des témoins, donc on va essayer d'attraper, je dirais en tout cas la personne, puisqu'elle avait été vue, qui avait déposé la valise hier. Et si c'est le cas, on ne manquera pas de déposer plainte et de se constituer partie civile, parce que le dommage, évidemment, en termes d'encadrement psychosocial, déplacement des personnes, déplacement du tram, du bus, mobilisation de la police pendant des heures, donc tout ça a un coût important. Alors, le Conseil des ministres au niveau fédéral se penchera vendredi sur les ajustements de politique en matière de sécurité. On évoque la question du recours à l'armée. 3 bourgmestres socialistes hier l'évoquaient. Est-ce que vous trouvez que c'est une solution ? Mais il faudrait reprendre l'actualité d'il y a 2 ans, puisqu'il y a 2 ans, j'avais un peu défrayé la chronique. Je crois que c'était ADH qui avait fait la première page, puis il y a eu des débats sur les grands débats dominicaux. J'étais invité par rapport à Mme Bilquet, où moi j'avais effectivement parlé. À l'époque, mon idée, c'était d'enlever les militaires qui sont au Chéd, qui sont à Zaventem ou dans les palais royaux, pour y mettre des militaires et mettre ces policiers dans les rues. Aujourd'hui, la problématique est peut-être un peu différente. Il y a ce qu'on appelle les postes fixes, c'est-à-dire les personnes que l'on met au musée juif, devant les synagogues, devant c'est un terme très vilain, des cibles, que ce soit des bâtiments religieux, des écoles ou que ce soit des bâtiments internationaux. C'est vrai qu'à long terme, pour les polices communales, pour les polices zonales, gérer ce problème-là n'est pas tenable. On n'a pas les effectifs qui permettent de le faire. Donc moi, je ne suis pas opposé. Personnellement, je suis heureux que les socialistes, finalement, rejoignent l'idée qui avait été la mienne et qu'ils avaient décrite à l'époque, de trouver un accord avec la défense, le gouvernement fédéral. Je trouve qu'il faut aussi négocier ça avec les syndicats. Oui, les syndicats ne sont pas très enthousiastes. Oui, mais donc il faudrait... C'est de la démagogie crasse. La CGSP Défense dit qu'on n'est plus formé. Les militaires ne sont plus formés pour des interventions sur le sol national. Je crois qu'il faut savoir en tout raison garder, rester calme par rapport à ça. Il y a des concertations qui existent, des rencontres qui peuvent se faire mettre sur pied, des formations qui peuvent aussi exister. Bon, on sait par exemple que les gilets pare-balles habituels, c'est triste à dire, mais ne résistent pas aux armes de guerre. Pour les postes fixes, je pense qu'il faudrait prévoir, nous on en dispose, mais ce sont des gilets pare-balles très lourds qui ne peuvent pas être mis par des personnes qui déambulent en rue, mais pour les postes fixes c'est imaginable. Je crois que si on veut trouver des solutions, se mettre autour de la table, concerter, on doit pouvoir y arriver. Alors on a appris ce matin que Dieudonné est en garde à vue pour apologie du terrorisme. Il avait tweeté suite à la grande marche de dimanche « Je me sens Charlie Koulibaly », du nom du djihadiste qui était dans le supermarché Cacher. Est-ce que ça, c'était ce qu'il fallait faire ou est-ce que ça risque un petit peu de mettre le feu aux poudres ? Écoutez, moi d'abord je ne commente jamais une décision judiciaire ou une arrestation qui est faite dans les formes légales parce que ça correspond aux compétences de la justice. Mais quelles que soient les circonstances, je pense que se réjouir ou faire l'apologie du terrorisme, d'un acte barbare qui consiste quand même à avoir assassiné des personnes qui n'ont simplement utilisé que leur liberté d'expression, c'est pas quelque chose de tolérable dans une démocratie. Donc a priori, pour autant que les formes légales aient été respectées, ça me paraît normal. Ce matin, en radio, Olivier Deleuze parlait de fascistes, des 3 fascistes, en parlant des djihadistes, en disant qu'il ne faut pas mélanger ces fascistes avec les croyants. Est-ce que c'est une terminologie qui vous parle, ça ? Je ne pense pas qu'il faille s'accrocher à un mot plutôt qu'à un autre. Les mots ont leur importance. Les mots ont leur importance, mais je veux dire, je rappelle aussi, moi, que, vous savez, les caricatures, j'avais relevé ça à l'époque, il y a quelques années, lorsque elles avaient été faites en Suède et puis elles avaient été publiées par Charlie Hebdo, avaient généré déjà à peu près 80 morts dans le monde.
par des actes violents, par des manifestations avec des bagarres et des morts. Donc je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a la liberté d'expression d'un côté qui ne peut pas être limitée. D'autre part, il faut réagir de manière extrêmement sévère par rapport à des actes qui sont des actes qu'on ne peut en aucun cas cautionner. Je veux dire, quand on a vu ce malheureux policier qui s'est fait abattre sur le trottoir, les journalistes qui se sont fait abattre dans les locaux, je pense que là, on est dans une situation qui n'a plus rien à voir avec une démocratie ou une élémentaire justice. Alors, on passe au volet politique. Hier, vous avez présenté vos vœux à la presse. C'était en même temps que le FDF. Ça veut dire qu'il faut voir un signe? Non, d'abord, très honnêtement, on n'en savait rien. C'était par le groupe FDF, je crois, c'était le bureau du FDF qui présentait ses vœux. Non, donc ça, chacun vit sa vie en toute liberté. Vous êtes réconcilié avec votre ancien allié ou pas? Écoutez, nous, c'est eux qui sont partis, hein, donc c'est eux qui ont décidé de vivre leur vie indépendante. On a gardé des relations qui sont des relations courtoises, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même formation politique. Chacun fait ce qu'il croit utile de faire. Oui, alors, dans vos priorités, il y a les jeunes, notamment la lutte contre le décrochage scolaire, qui serait de 20%, qui toucherait 20% des jeunes. Est-ce qu'il faut arrêter le dispositif d'accrochage scolaire à Bruxelles? Non, ce que moi j'ai voulu dire, c'est que nous allions faire une opposition qui serait non seulement réactive au gouvernement, mais pas seulement. Nous estimons que nous avions le droit d'être dans le gouvernement, que nous aurions pu faire de belles choses dans le gouvernement. Mais vous êtes dans l'opposition. Dans l'opposition, ça ne nous empêche pas de réfléchir et de travailler et de faire comme si on y était, et donc de pousser le gouvernement à réagir sur des problèmes qui nous paraissent fondamentaux parce qu'ils ne bougent pas beaucoup pour le moment. Par rapport et au notamment, décrochage. les problèmes fondamentaux, c'est beaucoup de jeunes à Bruxelles, un manque de formation, un manque d'emploi pour eux, et notamment au départ le décrochage et l'absentéisme scolaire. Quand on voit les chiffres, en Flandre, vous êtes à moins 9% de décrochage scolaire, à Bruxelles, vous êtes à plus de 20%. Donc il y a évidemment quelque chose de majeur à faire. Il faut savoir aujourd'hui qu'un jeune qui décroche, si lui ne saisit pas les services, si l'école ne saisit pas les services ou les parents, rien ne se passe. Et si les services sont saisis et qu'après le jeune ne poursuit plus les contacts pour raccrocher à l'école, rien ne se passe non plus. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire comme action? Concrètement, on va demander que le gouvernement, il est compétent pour ça, fasse une étude spécifique sur Bruxelles par rapport au décrochage scolaire. On a besoin d'étudier encore, il n'est pas temps de passer à l'action? Oui, mais attendez, cette étude d'abord elle n'existe pas. Et d'autre part, on estime, et c'est de notre proposition, qu'il faudrait que la Fédération Wallonie-Bruxelles puisse être plus au service des régions et que le système de décrochage scolaire ou d'accrochage scolaire global qui existe et les règles qui existent en la matière sont les mêmes à Arlon, à Bruxelles et partout en communauté. Ça n'est pas raisonnable. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Par exemple, les 20 demi-jours d'absence, on a décrié ça souvent au groupe parlementaire de la Fédération, au groupe MR. Donc on peut être absent on peut être absent 20 demi-jours sans qu'il y ait de conséquences. Ça n'est pas raisonnable non plus, par exemple. Alors, par rapport à la formation des jeunes sans emploi, vous proposez de donner une prime à ceux qui se lanceraient dans des filières qui sont en pénurie. Une prime de quoi? Combien? À qui? Alors, donc, on sait qu'aujourd'hui, il ne manque pas d'emploi à Bruxelles. Mais on sait aussi que sur les jeunes qui sont au chômage, il y en a un nombre très important, 7 sur 10, qui n'ont même pas leur diplôme d'humanité secondaire supérieur. Sur cette prime. Alors, comme on sait aussi que des emplois existent, mais qu'il y a des emplois en pénurie où on n'arrive pas à recruter des personnes, on n'a pas fixé de chiffres, hein, mais l'idée, c'est pas seulement d'être coercitif pour ceux qui ne jouent pas le jeu, mais aussi d'être positif. Et les jeunes qui décident de suivre une formation pour un emploi en pénurie, ils savent qu'après ça, ils auront normalement un emploi. Eh bien, on imagine, nous, puisque la compétence a été donnée maintenant à la région, de donner un incitant financier qui permet aux jeunes d'être motivés pour choisir un emploi en pénurie. Alors, autre proposition du MR, ce serait de créer un droit d'interpellation des citoyens au Parlement bruxellois. Ça veut dire quoi, ça, que les députés ne sont pas d'assez bons relais? Non, ça veut dire que ce qui se fait au niveau des conseils municipaux communaux peut se faire aussi au niveau parlementaire. On va proposer la création d'un médiateur bruxellois
spécifique, on va proposer aussi qu'il y ait un droit d'initiative, effectivement, pour les citoyens, pour que, si un nombre X, on va encore déterminer, de citoyens signent une demande, ça s'est fait pour la loi communale, ça peut se faire pour la loi régionale, et bien que le Parlement doive débattre d'un sujet que les citoyens en nombre suffisant demandent. Alors, un nouvel élu, le député Zahor Manzor, a quitté votre groupe au mois de décembre. Vous l'avez vu venir? Non. Je ne l'ai pas vu venir. Il évoque un malaise par rapport aux mesures antisociales prises au niveau fédéral. Est-ce que ce genre de mesures a créé un inconfort dans votre groupe? Absolument pas. Donc, d'abord, moi, il m'a écrit une lettre à titre personnel que j'ai reçue avec un certain retard par rapport à son départ, je dirais. Dans cette lettre, on ne parle absolument pas d'un malaise au sein du groupe. Il parle de difficultés personnelles qu'il éprouve par rapport à certaines décisions prises au niveau fédéral. Il faut quand même savoir que ce soi-disant malaise ou ces soi-disant difficultés, il n'en a parlé à personne, certainement pas à moi, pas à d'autres non plus au sein du parti. Et on a appris les choses par un journal de la capitale qui a communiqué sa décision de partir. Après ça, il a un peu hésité, il a tergiversé, puis il semble avoir donc confirmé sa décision. Il est au Parti socialiste maintenant. Ce qui est déplaisant, ce n'est pas de changer d'opinion. Je dirais que quelque part en démocratie, on peut toujours changer d'opinion, mais alors on assume ses responsabilités. Parce que là, il est parti avec son siège. Voilà, donc quand on est élu avec le plus petit score de la liste, qu'on prend plus de 3800 voix, je crois, dans le pot, que donc on est élu par les voix des autres, par les voix du parti qu'on a rejoint, et puis qu'après on part avec son siège en début de législature, de surcroît, ça n'est quand même pas très plaisant et très correct par rapport aux électeurs. Alors, 5 500 € net par mois, est-ce que c'est un salaire raisonnable pour un député bruxellois? Donc, le journal Le Soir a parlé de ça aujourd'hui. J'ai indiqué que je ne souhaitais pas, en ces termes, m'exprimer, non pas que le sujet soit tabou. Donc c'est un député PTB qui trouve que c'est trop, parce que les députés alors sont coupés des réalités des Bruxellois avec un tel salaire. Il faut quand même être raisonnable. Hein, je veux dire, c'est pas parce qu'un nouveau député vient dire dans une question d'actualité que les rémunérations sont trop élevées, sans qu'on ait eu aucun débat là-dessus, sans qu'il ait introduit une demande parlementaire, un texte à modifier, etc. C'est la même rémunération pour l'ensemble des députés de l'ensemble du pays. On sait très bien qu'on a diminué fortement le nombre de députés par la création de parlements complémentaires. On a diminué le nombre de sénateurs très fortement, le nombre de députés fédéraux très fortement aussi. Est-ce que la rémunération est trop importante ou non? On peut le faire pour tout type de profession. Donc sachez quand même que c'est une fonction qui est extrêmement prenante, qu'il n'y a jamais aucune garantie pour un élu de encore l'être la fois suivante, que le reclassement n'est pas garanti et qu'il n'y a pas de droit au chômage. Donc, est-ce que ce sont des montants qui sont excessifs? Le jour où le débat sera posé dans les formes, je prendrai attitude avec mon groupe à ce sujet sans difficulté. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, l'invité de l'interview sera Alain Destex.